Chers amis flâneurs, bonjour! Aujourd'hui, nous nous sommes arrêtés à Becherel, une commune située à égale distance entre Rennes et Dinan. La superficie de Becherel d'un demi-kilomètre carré fait d'elle la plus petite commune d'Ille-et-Vilaine. Petite par la superficie, mais importante par la notoriété, puisque dès 1978, Becherel a rejoint le réseau des petites cités de caractère et chaque année, à ce titre, elle accueille des touristes qui viennent visiter son petit centre de village avec son église entourée de maisons à colombage et de maisons à pierre granitique, dont les pierres sont tirées des carrières non loin d'ici. Becherel, c'est aussi la Cité du Livre conçue dès 1989 par des personnes de Becherel qui avaient un rêve en tête à l'époque. Et chaque année, le cœur de Becherel, depuis 35 ans, bat au rythme des pages des livres qui se tournent dans les librairies par les passionnés de livres anciens, de livres de découverte, d'art littéraire. Ainsi, chaque année, la vie de Becherel est ponctuée par le marché du livre, la fête du livre qui a lieu chaque année le week-end de Pâques en collaboration avec la Maison du Livre qui fait venir les exposants. Et la Nuit du Livre à Becherel au mois d'août fait aussi venir des estivants ravis de se retrouver là pour échanger autour de ces thématiques littéraires. Nous avons été invités ici par l'Association des écrivains bretons, représentée par son président Michel Priziac, dans le cadre de la remise des prix littéraires annuels qui se déroule à la Maison du Livre. Et donc cette année, il y aura une remise des prix en langue bretonne, présidée par Thierry Châtel, que nous avions rencontré dans le cadre du Gorset d'Igor, le rassemblement annuel druidique qui avait lieu à Montreuil-le-Gard au mois de juillet. Il y aura également un prix en langue galaise, donc la langue locale, puisque Becherel est sur le territoire, non pas du Pays de Galles, mais du Pays gallo. Et enfin, il y aura une remise de prix en langue française. Mais avant d'aller à la remise de ces prix, nous avons rendez-vous avec une personne fondatrice de la Cité du Livre, Yvonne Pretzel. Nous irons aussi rencontrer la directrice de la Maison du Livre, Valérie Auvergne. Et enfin, nous finirons par une surprise avec la visite du parc de Caradoc. Allez, bonne visite en notre compagnie. Mais d'abord, commençons notre visite avec Yvonne Pretzel, l'une des fondatrices de la Cité du Livre. Bonjour Yvonne Pretzel. Oui, bonjour. C'est un grand honneur pour moi d'être reçue à Becherel par l'une des cofondatrices de la Cité du Livre, puisque vous en faites partie. Oui, je fais partie du groupe fondateur avec Madame Trublet et d'autres personnes. D'accord, Colette Trublet, c'est ça? Voilà, oui, Colette Trublet, qui a fondé... Voilà, qui est présidente fondatrice. D'accord. Du projet, de l'association qui a mis en place ce projet, Savendouar. D'accord, Savendouar, donc c'est l'association qui a porté le projet. Oui. Alors qu'est-ce que ça signifie en breton, Savendouar? Élévation de terre, c'est l'idée de tremplin. D'accord. C'est d'accompagner toute initiative d'entreprise économique et culturelle. D'accord, donc on retrouve le préfixe douar breton. Douar, la terre. Douarnenez. Hein, oh oui, aussi. douar, la terre. Voilà, c'est ça. Oui. Exactement. Ouais. Alors moi, en travaillant un petit peu le sujet, il y a quelque chose qui m'a marqué en fait, c'est que j'ai découvert que la Cité du Livre en fait, elle préexistait déjà dans votre esprit avant de s'implanter à Becherel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça? C'est quand même extraordinaire, je dirais, c'est un conte de fées quasiment. Vous l'avez pensé préalablement, vous l'avez préconçu et en fait vous avez trouvé un endroit pour matérialiser tout ça. Alors ce qui préexistait, c'était une idée plus générale. Oui. L'idée de comment vivre et travailler autrement en Bretagne. C'est comme ça que c'est parti. D'accord. Alors Colette a un groupe d'amis à Saint-Brieuc qui disait que pour nos enfants, quel avenir, comme à tout aujourd'hui finalement, et comment on peut vivre et travailler autrement en Bretagne. D'accord. Et elle est partie après sur un concept d'entreprise culturelle, et on associe à la fois l'économie et la culture, c'est-à-dire nos ressources propres, là où on est, l'histoire, tout, c'est très vaste. Il y avait le livre, mais il n'y avait pas que le livre. Quand on a démarré le projet, il y avait un projet beaucoup plus large. L'idée de trouver une propriété, un village où on pourrait à la fois associer la gastronomie, le livre, l'agriculture bio, l'artisanat. Et on a donc, pendant à peu près 2 années, on s'est promené en Bretagne, notamment dans le Finistère. On a vu des propriétés, mais il y avait tellement de travaux que ce n'était pas à la portée de nos bourses. D'accord. Et petit village, pas vraiment.
Et en fait, il y a un moment donné, Colette a dit ben, pourquoi pas Becherel? Parce qu'on y avait déjà. Moi, j'y vivais, j'avais un autre métier, j'étais institutrice. Le fils de Colette était brocanteur. Voilà. Ah, du coup, elle a Et acheté le bâtiment où on va passer tout à d'accord, l'heure, oui, c'est ça. une ancienne tannerie. Une ancienne Non, pas une tannerie, ancienne, une saboterie, j'ai une des saboterie, bêtises. d'accord. Une ancienne saboterie. Et là, dans ce bâtiment, ben, les choses vont s'ancrer, en fait, prendre Donc c'est racine. à partir de là, je dirais, c'est le noyau dur Oui, le noyau dur de l'affaire. de Becherel, de la Cité du Livre, Voilà. c'est ici, Là, dans les là-haut, locaux voilà. qu'on va voir tout à l'heure. Tout à l'heure, oui. Donc Et très puis, bien. en fait, il faut savoir que l'idée de Cité du Livre ne s'est pas apparue tout de suite. C'était un projet Ouais. culturel assez large. Donc j'ai retenu le terme, c'était entreprise culturelle, hein, Oui, d'après ce c'est que ça, c'est j'ai très noté. Hein. important. D'accord. Et donc, il y avait Catherine, la fille de Colette, à monter sa crêperie, la crêperie en Duchenude, le D'accord. théâtre magique. À partir de sa crêperie, elle a lancé des activités, des animations. L'association Savendoir aussi a lancé pas mal d'animations autour de la Bretagne. Et puis, bon, c'était très difficile de faire venir le public ici, parce que, en fait, tout ce qui était activité culturelle était quand même, à l'époque, essentiellement en milieu urbain. Hein, D'accord. gros C'était projets. Rennes qui drainait la Rennes, majorité oui, des grandes quand villes, même quoi. Rennes pas mal, et d'autres grandes villes. Oui, d'accord. On était entre Rennes et Saint-Malo. Ouais. Et Dinan aussi. Et Dinan, Ouais. exactement, j'oubliais Dinan, oui, oui. Et c'est un ami qui connaissait notre projet d'entreprise culturelle et ce qu'on essayait de faire, qui nous a fait connaître le concept des villages du livre. D'accord. Et du coup, avec Colette, on s'est dit, tiens, on va aller voir ce que c'est qu'un village du livre. À l'époque, il n'y en avait pas en France. Il y avait un village du livre à Redus, dans les Ardennes belges. Voilà, c'est ça, c'est dans les Ardennes belges. Hein. Voilà. C'était précurseur. Je crois qu'il y en a un autre aussi au Pays de Galles, d'après Pays ce de que j'ai Galles, pu c'est voir. le premier au Pays de Galles. Le premier, d'accord. Oui, oui. Et avec Colette, donc, nous sommes allés en novembre 88 à Redus en Belgique. On a rencontré le fondateur, on a vu, alors de visu, et on est revenu en chantant, dire c'est la bonne idée qui nous manque pour lancer notre. Donc c'est le livre en fait qui a été le moteur. Il fallait un objet cette, fort, quoi, voilà. Un projet fort, unique, autour duquel après tout peut se développer. Et on est parti, quand nous sommes revenus, novembre 1988, ouais. On a lancé, comme eux, une première fête du livre, le week-end de Pâques. D'accord. Et c'était l'aventure, parce qu'on ne savait pas ce qui allait nous arriver. C'est un village, il n'y avait plus de commerce. Ouais. Le centre s'était désertifié. Ouais. Et ce qu'on appelait à l'époque la désertification rurale. 2 maisons sur 3 étaient à vendre. Et à la fois, on en a fait quelque chose, parce que de ces maisons vides, on nous les a prêtées pour la fête du livre. On a installé alors de les mettre à disposition le rez-de-chaussée. Alors on a fait, c'était l'huile de coude, du ménage, on a mis tout ça en place. On est simplement un chapiteau pour ceux qui avaient vraiment du livre très ancien. D'accord. Et on a lancé avec les moyens du bord. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, oui, il n'y avait rien de tout ça. Oui. Donc on prend les pages jaunes, on écrit à tout le monde, et on a utilisé les médias, radio, télé. Et en fait, les journalistes nous ont vraiment bien suivis sur ce projet-là. On a eu la télévision régionale, on a eu, je crois, Antenne 2. France 3 à l'époque. Oui, France 3. Ouais. Et puis, et le premier jour, je me rappelle toujours de la phrase de la journaliste, on attend le public. Et c'était un peu vrai, tout était en place. Ouais. Et le samedi, ça démarrait doucement, et le dimanche et le lundi, on a eu un monde fou. Les gens arrivaient par grappes, je sais pas, ça avait parlé au public dans sa diversité. Ce qui est intéressant, c'est que ceux qui se sont fixés ont aussi acheté les maisons. Donc ça enracine un projet quand même. D'accord, alors c'est ça qui est important, c'est en fait quand on fait un projet comme ça pour pérenniser, je dirais, une activité bien particulière, il faut une emprise foncière sur le secteur, il faut s'assurer que ce ne sera pas racheté par d'autres privés ou d'autres promoteurs, ou je ne sais, peut-être pas les promoteurs ici, mais c'est protégé, mais par, je dirais, des personnes qui voudraient en faire autre chose que il y avait le risque, oui. Alors comment ça se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau politique de préserver un peu, je dirais, le centre-bourg autour de l'église? Ce qui s'est passé, c'est que les premiers, moi j'avais déjà ma maison, donc on avait déjà un enracinement. Après, les bouquinistes qui se sont installés, certains ont acheté, il y en a qui ont loué. Alors après, pour avoir l'emprise, il n'y a pas eu trop de difficultés en fait. Ça se fait naturellement comme ça. Ouais, Alors, Internet est arrivé donc, dans les années
dans les années 90, hein, les débuts d'Internet. On a souvent répété qu'Internet aurait tué en fait tout le papier, le livre, etc. Oui, Alors oui, là, oui. on en a la preuve ici même Non, non, non. sur cette commune que c'est faux. Comment est-ce qu'on s'est accommodé d'Internet dans ce métier? En Est-ce que ça a fait, été un frein ou une au opportunité? début, il y a un peu de flottement parce que les gens, les amateurs, vraiment, allaient voir sur Internet aussi. Voilà, d'accord. Oui, oui, parce qu'ils cherchent souvent, l'amateur de livres anciens cherche des livres qui ne sont pas réédités, qu'on trouve quand on a chiné chez les professionnels. Et là, tout d'un coup, hop, avec Internet, on touchait le monde entier. Alors c'est sûr qu'il fallu s'adapter. Et en fait, les libraires ont joué sur les deux, entre la librairie avec en chair et en os, avec les libraires, et la vente en ligne. Alors, certains font plus ou moins. Il y a Abraxas, ils ont énormément de ventes en ligne. D'accord, Erwan, qui est au donjon, ne fait pas de vente en ligne. d'accord. Et chacun se débrouille, il utilise l'outil à sa façon. Donc chacun s'est accommodé avec S'accommoder, Internet. et puis et aussi la Cité du Livre. Les gens ont besoin aussi de contacts, de conseils, de rencontres. C'est ça, On ne peut pas vivre que sur Internet. bien sûr. Donc les villages du livre, le fait qu'on soit regroupés, et puis on découvre des livres qu'on n'aurait pas découverts en allant sur Internet. On se laisse porter aussi, faut être curieux. Donc, et puis on permet aussi à des gens qui ne sont pas dans ce monde-là forcément. C'est comme c'est un lieu où on peut aller de boutique en boutique, il n'y a pas le même complexe quand on rentre des lieux sacrés, des librairies indépendantes, ou le libraire ancien avec sa petite lunette sur le nez au fond de la boutique qui fait un peu peur. Ici, c'est très convivial en fait, c'est très ouvert. Et donc ça aussi, ça ouvre des portes à des gens qui ne seraient pas arrivés aux livres anciens, aux livres d'occasion, et grâce à ces boutiques. Et c'est pas Internet qui offre ça. D'accord, En très bien. général, on se débrouille. Écoutez, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour Merci ce tour de aussi Becherel. de pouvoir. Je vais maintenant aller rendre visite à Erwan Guérin. Erwan Guérin est une figure de Becherel, libraire depuis plus de 30 ans, à la librairie du Donjon. Allez, c'est parti, je monte dans le donjon. Mais avant d'arriver là-haut, je vous propose un échange avec Colette Trublet, écrivaine et présidente de l'association qui a porté le projet de Cité du Livre. Échange mené en 2021 par notre consoeur Jeanne Seignol de la chaîne YouTube Jeannot se livre. On est parti sur une idée d'entreprise culturelle. Pour aller un peu vite, c'est quand on a eu l'idée du livre que tout d'un coup ça a bien démarré. J'ai acheté ici cet ensemble immobilier dans lequel il y a une crêperie, 2 librairies, plus le donjon pour le folklore. Et donc tout ça est investi par l'association Salène-Douar. On a donné des noms bretons à notre association et donc on a démarré comme ça, par 4 librairies, et puis 6, et puis un peu à la fois, ça s'est développé. Les 2 notions sur lesquelles on était parti pour faire notre entreprise culturelle, c'est la solidarité et l'autonomie. Autonomie des personnes et des biens. Débrouillez-vous, faut que ça marche. Mais on est tous solidaires, et la solidarité s'exprimait à partir d'animations qu'on mijotait en commun, histoire de collaborer tous ensemble à la possibilité de se faire connaître dans un premier temps. Ça a marché du tonnerre de Dieu, en ce sens que c'était inhabituel là, en France, bien qu'on n'ait pas été les premiers à avoir l'idée, puisqu'il y avait Éonnoy au Pays de Galles 20 ans auparavant, et 4 ans avant nous, il y avait Redu en Belgique. Et on est les 3e cités du livre au monde. et donc à s'établir en 89. Est-ce que vous avez peur qu'aujourd'hui, on dit souvent que les jeunes ne lisent plus, qu'ils sont sur leur téléphone? Est-ce que c'est quelque chose où vous vous dites que il y a des librairies qui risquent de fermer dans les futures générations, ou ça vous inquiète vraiment pas du tout? Pas du tout. D'abord, je crois que la lecture, elle est quotidienne. Bon, vous croyez que parce que Internet existe, on va plus lire? Non, ça je sais pas. Ça, c'est pas possible. On a ça dans les jeunes maintenant.
Erwan Guérin, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre antre. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Une antre, oui. Une antre. Oui. Hein. Donc, on m'a dit que c'était le lieu, quasiment le lieu, un des plus emblématiques de Becherel, cette librairie-là. Oh ben, c'est gentil de le dire comme ça, oui, peut-être. Voilà. Ça, je m'en rends pas bien compte, je suis dedans tous les jours. D'accord, bah écoutez, en tout cas, quand on arrive dans les locaux, on a l'impression de se replonger dans une atmosphère particulière, hein, un peu, je dirais, de spiritualité ou de recueillement autour du livre, en tout cas. Alors oui, les livres, ben oui. Moi, j'ai commencé par la brocante, D'accord, et en tant que brocanteur, je ramassais déjà les livres. d'accord, Alors, lorsque Becherel est devenu la cité du livre, la transition a été facile. d'accord. Alors, comme transition, est-ce qu'on peut dire qu'en fait, le libraire, le bouquiniste est un brocanteur spécialisé dans les livres? Est-ce que Ouais, c'est ça? C'est pour ça? moi, c'est exactement C'est exactement ça, d'accord. J'ai commencé en mettant un jour, par hasard, le pied à la salle des ventes de Saint-Malo. D'accord. À l'époque, ça fonctionnait un peu comme un théâtre, c'était un peu farfelu. Je suis tombé dedans à pieds joints, en définitive. Ouais. Mhm. Alors, au départ, le livre, c'était, je dirais, pour vous, c'était un objet extérieur, un peu comme je veux dire, comme d'autres objets, comme vous dites. Un objet. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez pris cette passion? Maintenant, vous direz que vous rentrez à l'intérieur des livres. Maintenant, vous avez une connaissance de cette matière. Vous êtes venu petit à petit à cette connaissance plus pointue des livres? Alors, c'est en pratiquant. C'est en pratiquant, C'est un jour à la salle des ventes, vente de livres, que des livres. Oh, c'est pas drôle. Ben si. 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 Et j'ai acheté ma première édition ancienne, c'était un Don Quichotte. D'accord. Alors ici, cette librairie-là, est-ce qu'elle est spécialisée dans les fonds anciens? Vous avez un thème particulier? Alors, j'ai plusieurs thèmes qui me passionnent un petit peu personnellement. Oui. Ça va démarrer par l'histoire de la Bretagne. D'accord. J'ai grandi à Saint-Malo, ça aide. D'accord. Ah oui, en effet, oui. Hein. Et puis, l'histoire de la Bretagne, donc la marine. La marine, oui, tout ce qui a trait à la mer, les corsaires, Oui. les pirates, etc., les voyages. Oui, et donc les voyages, D'accord. la géographie. Ouais, c'est ça. Puis voilà, quoi. Hein, c'est... Moi-même, je suis né au Maroc. D'accord. Donc, Donc vous avez une ouverture sur le monde dès le départ qui était un peu prédestinée, je dirais. ouais, c'est ça. on peut dire ça. D'accord. Vous me disiez que vous étiez un des premiers arrivés en fait ici avant. Vous êtes même arrivé avant la Cité du Livre en fait. Hein. Je suis arrivé vous 10 avez ans débarqué, avant. je dirais, Oui. avant de Saint-Malo. Vous avez débarqué bien avant, quoi. Hein, un Oui. précurseur. Oui, je D'accord. suis arrivé 10 ans avant, donc Ouais. en 79, et là, Ouais. je suis arrivé comme brocanteur à ce Comme moment-là. brocanteur, d'accord. Ouais. Sur Becherel, là, vous étiez dans le centre même ou vous Oui, étiez, oui, ouais. dans le centre, c'était ça le problème d'ailleurs. D'accord. Parce que Becherel, à l'époque, est quand même est encore en cours de désertification, c'est-à-dire que les gens quittent le centre ancien pour aller le long de la grande route. D'accord. Et puis, c'est quand même un site classé, protégé. Ouais. Donc, à l'époque, je m'enterre un peu vivant. Hein. D'accord. Donc, vous avez quelle surface de vente, vous me disiez ici? Parce qu'il y a un étage. Alors, il y a un étage qui fait la même superficie qu'ici, Ouais, la d'accord. véranda. Oui, j'ai à peu près entre 250 et 300 mètres carrés. D'accord, ah oui, c'est une belle surface déjà. Écoute, est-ce qu'on peut faire un petit tour Alors, des rayonnages tranquillement? Oui. Alors, vous voyez déjà ici, mon passé de brocanteur ressurgit, une petite lampe des années 30, 40. D'accord. Un outil, une bizarrerie. C'est un appareil de géomètre. D'accord. Alors, si je comprends bien, vous ne vendez pas exclusivement des livres. Vous avez aussi, vous abondez un petit peu en brocante, en objets. Alors, c'est vraiment à la marge. C'est à la marge que vous faites ça. Oui, quand l'occasion se présente. Quand l'occasion se présente. D'accord. Je cours pas après forcément. D'accord. Et ici, c'est déjà une sélection de livres en rapport avec la Bretagne. D'accord. L'ancienne porte de Becherel, ici. Oui, d'accord. J'ai eu ça la semaine dernière. C'est une gravure, quoi. C'est une gravure tirée d'un grand bouquin du 19e.
L'intérêt, c'est qu'il y a aussi l'ancien clocher D'accord. de l'église. Ah, il y a l'ancien clocher, parce qu'il il a été refait, ce clocher-là. Alors, il a été refait. Aujourd'hui, c'est une flèche toute droite, alors que D'accord. là, je trouve ça plus joli, moi, mais Ouais. bon. Alors, une particularité ici, un petit rayon en langue bretonne. En langue bretonne. Oui, ça, on est en Ille-et-Vilaine, on n'y parle plus le breton depuis le 9e ou le 12e siècle, je ne sais plus. C'est ça? Oui. Et moi, ma fille est enseignante d'Iwan, donc il y a un D'accord. rayon langue bretonne. Il y a un langue bretonne. Bah écoutez, Ça, c'est l'histoire du pays, quoi. Hein. Quand on s'intéresse à la Bretagne, ben, on s'intéresse à sa langue aussi. Ou à ses langues. effectivement, bah écoutez, notre chaîne était en début septembre à couvrir le Brésil-Alivé, Oui, la défense de la langue bretonne. Donc on a fait un reportage là-dessus. Hein. mm. Donc on a pu interroger effectivement des gens qui défendent la langue bretonne. Alors les langues bretonnes, Les langues bretonnes, effectivement, Oui, parce parce qu'il y en a, il y a que plusieurs. c'est bien gentil, il y a des Plusieurs langues variantes, mais bretonnes. apparemment, donc, j'avais interrogé dans ce cadre-là Yvon Olivier, qui est un défenseur de la langue bretonne. Oui, Et effectivement, lui, il soulignait que même s'il y a des langues bretonnes, mm. on se comprenait quand même entre soi oui, quand quand même. on faisait ouais. les marchés de Mm. bestiaux, notamment. Oui, oui, D'accord. oui. Ouais. Oui, Où oui. effectivement, où il y a le Vantais, le Trégorois, etc. Le cornoyer, le cornoyer. oui. Ouais. Ouais, le trégorois, oui, le D'accord. trégor, ça. Est-ce que vous travaillez avec Internet? Non, Non, vous restez en ah, contact non, avec la... Vous n'avez pas à besoin l'ancienne, de... moi. À l'ancienne? Oui, oui. Ouais, d'accord, ça vous convient parfaitement, ça vous, Oui, ouais, oui, vous êtes oui, satisfait de cette relation comme ça, Ça, directe, ça me va comme ça. ça marche bien? Bah, D'accord. il faut mériter mes livres. Si on les veut, il faut venir les Il chercher. faut venir les chercher. Voilà. Bah, écoutez, j'ai bien entendu. Je m'attarderai hors caméra tout à l'heure. Ce qui marche le moins bien, c'est les pays européens. D'accord. Ah Enfin, oui, tout le monde connaît, tout le monde s'en fiche. oui, c'est ça, oui. Ouais, on n'a Ah, pas besoin de se dépayser. À Parce que part les gens, l'Écosse, ils vont... peut-être. Les rayons importants, c'est tout ce qui est les îles, tout ce qui touche aux îles, D'accord, quelle que soit l'île. Mais Afrique noire, Asie, ça marche aussi? ça marche Ouais. bien, ouais. D'accord, Tout ce qui a encore une personnalité forte. d'accord. Mm. Très Ça, bien. c'est des livres intéressants. Alors, un de mes rayons préférés, Saint-Malo. Saint-Malo. Bah oui. C'est la plus belle ville du monde. Vous voyez, ils ont même fait des dictionnaires des Malouins célèbres. C'est la ville au monde qui a donné naissance au plus grand nombre d'hommes célèbres. D'accord. Et c'est une ville qui n'a jamais été prise par les Anglais. Oui, c'est vrai. Ils ont essayé plusieurs fois de venir s'introduire à Saint-Malo. L'anglais est taquin. Il se plaint Ils n'ont jamais réussi. Ils se plaignent facilement de nos corsaires, mais ils sont quand même taquins. Hein. Bon, ça va mieux maintenant. Hein. Depuis qu'il y a Dinard. Hein, ça va. Oui, ça doit être ça. Bon, écoutez, Erwan Guérin, merci pour cette interview. Hein, on a fait un bon tour de librairie et je suis certain de revenir dans très peu de temps pour remplir ma musette de tous ces certains ouvrages que j'ai pu déjà détecter dans les rayonnages. Oui, bah ça, Merci à vous. C'est plutôt gentil. À la prochaine. Et puis au plaisir alors Merci. à ce moment-là. Au revoir. Au revoir. Alors, Becherel, cité de livres, ce sont les bouquins, la littérature, les librairies. Mais le Becherel, le livre rouge, c'est uniquement dédié à la grammaire. Et le jeu de mots est repris ici par l'Office du tourisme de Rennes Métropole, qui propose sur ces plaquettes-là une visite guidée de Becherel en toute autonomie à l'aide de votre smartphone. Vous pouvez scanner cette petite plaque et obtenir toutes les explications de ce site fantastique. Et maintenant, j'ai rendez-vous avec Valérie Auvergne, la directrice de la Maison du Livre de Becherel. Allez, c'est parti pour la visite. Bonjour Valérie Auvergne. Bonjour. Merci de nous recevoir au sein de la Maison du Livre.
Alors, quand on arrive à Becherel, en fait, première chose qu'on voit en venant de Montfort-sur-Meuse, c'est la maison du livre sur notre droite, hein, après le château de Caradeux, bien sûr. Et en fait, on se rend compte que cette maison du livre, elle est quand même imposante pour Becherel, en fait, qui est toute petite commune. Tout à fait. Alors, elle a été inaugurée, je pense, en 2011, hein, si mes souvenirs sont bons. Alors, J'ai vu ça. inaugurée en 2011 par la communauté de communes qui existait alors, et puis et c'était devenu un équipement culturel de Rennes Métropole depuis 2014. D'accord, donc 2014, il y a eu un transfert en fait Exactement. de compétences, c'est ça, hein? Alors c'est un peu plus complexe, Un la peu plus communauté de compliqué. communes a été dissoute et effectivement Rennes Métropole a repris la maison du livre, la compétence tourisme a été transférée à Destination Rennes D'accord, et la maison du livre a gardé son projet de vocation de travail autour de l'attractivité de Becherel en élargissant son activité aussi à une proposition plus généraliste. d'accord. Donc un équipement métropolitain, Tout à fait. hein, donc je dirais qui est vraiment très qualitatif, parce qu'on voit qu'il y a, quand on arrive ici, il y a de la surface. 1500 mètres carrés. 1500 mètres carrés quand quasiment. même, Oui, d'accord. oui. Vous avez un fond de livres, alors, Alors, comment ça fonctionne cette bibliothèque? Alors, en fait, Il n'y on a pas n'est que des pas, livres, hein, d'après, voilà. quand on n'est pas une quand on arrive bibliothèque. ici, hein. Voilà, Nous ne sommes pas une médiathèque, nous ne sommes pas un musée. non plus. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce Nous que vous sommes êtes alors? On est un équipement assez hybride, à la fois qui proposons des expositions, Oui. des expositions autour des écritures, donc bien plus largement que le livre, D'accord. autour des écritures et souvent des écritures mêlées à d'autres pratiques artistiques en fait. Nous sommes à la fois donc un lieu d'exposition, un lieu de pratique artistique avec des intervenants, des artistes souvent qui viennent faire des ateliers Ouais. qui sont proposés au public, toujours gratuitement pendant les vacances scolaires notamment. Mhm. Un lieu d'animation autour des écritures, ça veut dire aussi des propositions culturelles régulières autour de spectacles vivants, lectures musicales, contes, tout ce qui est oralité. Un lieu qui organise aussi la fête du livre à Pâques tous les ans. D'accord, oui, Voilà, pendant c'est 3 vrai que jours. Becherel a des temps forts annuels, Voilà, et la nuit du livre, la nuit du au mois livre en fait d'août. partie. Voilà, la nuit du livre au mois d'août, la fête du livre à Pâques. Et donc toutes ces propositions sont D'accord. concoctées ici avec des programmations pendant 3 jours en lien avec des partenaires pour proposer au grand public, c'est vraiment notre public, nous, des propositions dans tous les sens, dans tous les lieux, très vivantes, très dynamiques et ainsi susciter la curiosité du public. Et dernier objet de notre équipement, ce sont les résidences d'écriture. Donc nous accueillons une dizaine de résidences par an D'accord. pour des artistes, des auteurs, des compagnies, toutes les personnes qui ont une proposition d'écriture. Pendant leur temps de travail ici, nous échangeons, bien entendu. Potentiellement, nous diffusons ensuite le travail qui a été en partie travaillé ici. Tout à l'heure, nous allons voir la remise des prix littéraires L'association des écrivains de bretons. Voilà, tout à fait. Donc l'association des écrivains, on est dans un genre, je dirais, littéraire assez classique, hein, du livre, mais effectivement, tous les ans, on les reçoit pour pouvoir, dans des conditions, je crois, agréables aussi, qu'ils se retrouvent et qu'ils fassent part au grand public aussi de leur coup de cœur. Oui, c'est ce que disait Michel Priziac, le président. Il disait qu'en fait, ils se sont posés sur Becherel Oui. pour la qualité d'accueil. Ben, Donc, vous les reverrez chaque année. Oui, ben, je pense qu'un peu l'abonnement est pris. Combien de salariés dans la maison du livre? 4 agents travaillent 4 agents. ici, 4 agents de la métropole, donc travaillent ici à la maison du livre, qui est ouverte 11 mois sur 12, qui est donc fermée en janvier, mais qui est ouverte autrement tous les jours de la semaine, sauf le lundi, le week-end pendant les vacances scolaires, et le premier dimanche du mois, et 7 jours sur 7 pendant la période estivale. D'accord. Alors, quand on dit fermé, c'est fermé au public. Bien fermé souvent, au les gens public. travaillent en back-office. Bien c'est sûr. ça qu'il faut savoir. Notamment l'événement de la fête du livre, c'est Voilà. un événement quand même qui accueille plusieurs milliers de personnes, qui a une programmation depuis 45 événements. Ouais. Ça se prépare quand même très en amont, Voilà. et Faut c'est prendre des une contacts charge avec. très importante de travail qui Ouais. se fait en plus de notre animation au quotidien, préparation des expositions, accueil des groupes, etc. C'est ça. Ouais. Donc cette fermeture au public, tout à fait, elle est nécessaire pour permettre d'être dans des conditions quand même qui permettent d'organiser les événements à venir.
la petite particularité qui finalement a été un problème longtemps, mais qui est devenue une force, c'est que le réseau Bresgo aussi passe à Becherel, mais jusque-là, jusqu'à peu, ne s'arrêtait C'est le pas. réseau départemental, ça. C'est le réseau départemental. Et donc, D'accord. du coup, on est doublement desservi, Doublement à desservi. la fois par le réseau départemental et le réseau de la métropole, qui se Ah ouais. sont accordés pour permettre d'avoir une quinzaine de bus en aller-retour par jour. Donc, on n'est absolument pas isolé de grands sites urbains. On sait que nos amis anglais, britanniques, sont férus de la côte, d'Inard notamment. Est-ce qu'on les voit redescendre un petit peu sur Becherel? Ils s'intéressent à la littérature française? On en voit, aux activités quoi, de la maison du livre. mais tout comme la métropole, tout comme la ville de Rennes, les Espagnols sont finalement plus présents. Et les Espagnols, voilà, c'est incroyable ça. C'est la première nationalité de touristes à Rennes. Et c'est vrai que c'est très important pour nous. C'est une nouvelle tendance ou ça fait déjà quelques années. Voilà. Et puis, on a un petit peu de tout, je dirais, cette année, enfin plutôt européen, bien sûr, italien. Beaucoup de. Il n'y a pas de village du livre en Italie, alors qu'il y en a en Espagne, par exemple. Ah, mais il y a une petite. Je pense qu'il y a aussi un intérêt pour le côté patrimonial de Becherel. Ces maisons qui ont une histoire. Le côté moyenâgeux, effectivement. Voilà, bien sûr. Et puis aussi le côté un petit peu préservé de toute une ambiance qui est à la fois qui est sa propre ambiance et qui n'est pas dans l'agitation de villes plus importantes ou plus touristiques. C'est une ville touristique, Becherel, c'est une commune touristique, mais tout est à sa mesure, c'est-à-dire que ça reste tout à fait modeste. Et justement, je pense que c'est ça qui fait que le public aussi apprécie. C'est cette modestie dans l'animation. Si on devait être très, très animé tous les jours, on aurait tout un public qui ne s'y retrouverait pas. Les personnes viennent aussi pour le calme, l'atmosphère. Beaucoup disent qu'ils sont un petit peu hors du temps, tout en étant à quelques kilomètres de chez eux. Complètement. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. Bon, parfait, très bien. Au plaisir de revenir flâner. Voilà, c'est tout à fait le mot. Dans une autre nuit du livre, ou fête du livre samedi, aussi. Le premier samedi d'août, la nuit du livre. Parce que c'est un temps fort aussi, la nuit du livre au mois d'août. Et puis c'est beaucoup en extérieur. Et puis c'est un temps plus concentré. Et la fête du livre, c'est un peu le même esprit, mais c'est effectivement quelque chose de plus qui dure 3 jours, avec un marché au livre ancien qui est central, tout comme la nuit du livre, dans le centre ancien, et les animations autour, et chez les particuliers et chez les libraires aussi, qui nous ouvrent des arrière-cours, des arrière-salles, des jardins pour des coins secrets. Voilà, exactement, pour y proposer des nouveautés. Voilà. Eh bien, merci en tout cas. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Il fait 50 fois plus d'ouvrages dans une année que taille et maille ne saurions faire dans une année. Journée, c'était l'année. On la garde, notre grand Valeux et notre grande Jeanne, on fut bénés. Au mois de juillet, ils furent marieux, nous 12 joueurs sur 3 mètres de l'aise. La belle ouvrage, ils firent dans l'eau clos, dans l'eau près. En loup-garçaille, son à Jupieux, toute la véprée. Michel Priziac, bonjour. Bonjour. Nous sommes à la Maison du Livre de Becherel. Et donc cet après-midi a eu lieu la remise des prix du livre breton. Donc il y avait plusieurs, ça s'est décliné en fait en plusieurs types de prix. Je crois qu'il y en avait 9 au total, si j'ai bien appris ma leçon. Tout à fait. C'est d'abord chaque année qu'on se retrouve à cette Maison du Livre pour une remise des prix, et puis fort bien accueilli. Alors chaque année aussi, cette remise de prix, il y a 2 séries en fait de livres. Il y a un concours d'écriture, de nouvelles. Ce concours d'écriture est décliné en français, en breton et en gallo. Et puis, la deuxième partie, c'est la remise des prix du livre publié. Là, il faut qu'il soit publié, pareil. Il y a la version en breton, la version en gallo et la version en français. Donc voilà.
Alors, l'association des écrivains bretons, ça rassemble combien d'écrivains vous avez On dans est votre- dans votre 348 là au dernier chiffre 340. aujourd'hui. D'accord. Donc ça va franchir très vite les 350. D'accord. Vous découvrez, je dirais, régulièrement des nouveaux talents, comme on a pu en trouver cet après-midi. Tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est D'accord. chaque année, c'est au moins une quarantaine de nouveaux adhérents, sachant aussi qu'on en perd une quinzaine, Oui. malheureusement par des décès ou par des D'accord. choses comme ça, quoi. Ou par des gens un peu trop âgés qui arrêtent d'écrire. Qui arrêtent. Donc voilà. Mais globalement, ça continue à progresser. Cette association, il y a 12 ans, c'était 20 adhérents. Hein. D'accord. Ah oui, 20. Donc on est, oui, Oui, en effet, ouais. une vingtaine, on est quand même. C'est dans notre dimension, quoi. D'accord. Cet après-midi, donc ça a été fructueux en prix. Hein. Oui. Moi, j'y ai assisté. Donc il y avait plusieurs styles. Hein. Donc il y en avait qui étaient aussi chargés en émotion. Avez-vous eu un coup de cœur particulier pour un des auteurs ou... J'ai eu un peu pour Bruno Pinel, Oui. quand il racontait l'histoire de son ami, Oui. finalement à qui il tenait la main. Et quand on entend un médecin dire ça, c'est que vraiment il a été très touché parce que malheureusement, ils sont habitués à D'accord. ce genre de choses. Ouais, Mais ça, c'est Ouais. quelque chose qui me touche beaucoup. D'accord. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que l'avenir du livre, c'est ça. Si on n'est pas capable de mettre de l'émotion dans un livre, on risque gros, ne serait-ce qu'avec l'intelligence artificielle, dont vont profiter les feignants, quoi, parce que les autres n'ont rien à faire là-dedans. Mais celui qui ne veut pas bosser, il tape un sujet, il a une réponse, et si le lecteur s'amuse à lire ça, ça va être dramatique. Très bien. Vous êtes président depuis 2010. Oui. Alors, quelle a été la ligne directrice en fait de l'association depuis 2010 Quel était, je dirais, le projet pour faire rayonner un petit peu cette langue je pense que la langue bretonne, c'est un enjeu, le gallo aussi. Voilà, ce sont des langues qui sont en souffrance actuellement. Donc, on a plus que 100 locuteurs, 100 000 à peu près, 100 000 locuteurs bretons. Le gallo, c'est pareil, c'est un peu difficile. Et le français aussi, quand même. Le français aussi. N'est pas en si bonne forme qu'on le dit, quoi. Ouais. Alors, pour moi, c'était d'abord rééquilibrer des finances, parce qu'il n'y avait pas un sou. D'accord. Ah oui, non, donc il y avait des contraintes, des il y avait contraintes donc déjà avoir des financières. adhérents D'accord. et donner un souffle nouveau, Ouais. notamment par la gestion. Ça paraît bête, Par la gestion. mais une asso, ça se gère, quoi. Ah ben, Et par conséquent, l'organisation, l'argent, c'est le nerf de la guerre. et on peut effectivement. dépenser C'est ça. de l'argent, Ouais. mais raisonnablement. C'est Voilà. ce qu'on a fait. D'accord. Et on a une somme confortable là en trésorerie, et on ne demande pas un sou à personne. D'accord. Vous Par êtes en conséquent, autogestion, autonome, pas de subvention. Liberté. Non, on ne demande totale. pas. Donc D'accord. c'est clair, quoi. Très bien. Ah oui. Liberté de notre Ah ouais. manœuvre. Et après, je suis plutôt un homme d'action. D'accord. La causette, oui, pourquoi pas, hein, je peux être bavard aussi, mais c'est quand même un homme d'action. Le faire, quoi. Pour moi, c'est une famille paysanne, elle est pieds par terre, et on voit quand c'est fait. Voilà, c'est ça. Parce que le reste de dire, ah mais moi je peux faire ça, et mon blé l'année prochaine, tu vas voir un peu ce que ça va donner. Bon ben, on lui dit, on faut s'y verra mettre. ça quand tu fais le mur, quoi. Ben, Voilà, c'est c'est ça. pas la peine de palabrer avant, quoi. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. D'accord. Et par conséquent, moi j'aime bien faire des choses, et des choses de la modernité aussi, qui correspondent à l'attente des gens, sans jamais négliger le passé. Parce que le passé n'est pas symbole de nostalgie. Le passé, pris raisonnablement, peut être étudié, et il nous permet de progresser vers l'avenir, quoi. C'est les racines, c'est Ah le bah socle, ouais. en fait, sur lequel on s'appuie, Mais bien et qui sûr. nous permet de nous propulser L'exemple du vers vélo. l'avenir, c'est ça. Les gens, le vélo. Voilà, c'est ça. Personne ne voulait plus entendre le vélo. Il y en a plein partout. Voilà. Michel Priziac, merci beaucoup pour De rien. cet entretien. Vous avez pris du temps après cette longue journée. Oui, mais Merci pour la beaucoup. bonne cause. Je vous souhaite un bon retour dans votre Voilà. maison. Dans notre presqu'île. Voilà. Au revoir. Quel labo. Merci. Au revoir. Et donc vous étiez président d'un des jurys, puisqu'en fait il y avait plusieurs jurys, et vous étiez président de quel jury, vous, Thierry? Donc le jury en langue bretonne. Donc, En langue bretonne, nous remettions le prix Père Jacques Ézélias pour D'accord. 3 romans pour 3 romans. et Ouais. aussi des prix pour des nouvelles écrites en breton. D'accord. C'est vrai. Alors aujourd'hui, je peux dire que j'étais ému Oui. parce qu'en fait, lorsque on avait surtout 7 livres qui avaient été retenus. Oui. Ensuite, on a regardé 3 lauréats et qui ont découvert aujourd'hui qui allaient voir les principaux prix. Et j'étais très ému de rencontrer les écrivains et les écrivaines, notamment l'écrivaine qui s'appelle Eliane Hansker, D'accord. parce que c'est une autobiographie. D'accord. Donc, quand je lui ai remis le prix, vous avez peut-être vu, Oui. j'avais envie de pleurer. Oui, effectivement, Parce que on a senti vraiment
l'émotion Ouais, à ouais, fleur de peau. ouais. Ouais. Parce qu'elle a raconté sa vie d'ouvrière, j'étais D'accord. très sensible à tout ce qu'elle a écrit. Donc c'est vraiment de l'autobiographie, Ah oui, d'accord. oui, C'est oui, pas un oui. récit qu'elle a fait. Et en langue, la langue En- des ouvrières, quoi, en oui, c'est ça. breton. Oui, c'est Et les Sardinières en fait. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est de Douarnenez. Douarnenez, c'est ça, dans le hein, secteur c'est de hein. Douarnenez. Oui, il y a eu des Ouais, luttes sociales ouais. très fortes. Hein, Tout à fait, cette c'est ça. époque-là, ouais. Ouais. Puis découvrir le métier des autres Oui. par la littérature, je Oui. trouve que c'est formidable, quoi. D'accord. Et autrement, le premier prix, donc c'était dans Nemgand Morvan, comme Monsieur Le Gall. Et là, il a fait revivre le roi Morvan. Le roi Morvan. On connaît à peine, quoi. Et là, D'accord, oui. alors ce qu'il nous a raconté, qui est formidable, c'est que il a imaginé un peu d'après le peu qu'on connaissait. Puis après, il a fait quelques enquêtes de terrain. Il a commencé à se demander s'il n'y avait pas une forteresse, un ancien logis et tout. Oui. Et des archéologues après ont pu prouver que ce qu'il avait raison. D'accord. Ce qu'il avait imaginé en fait Ah oui, d'accord. ok. existait vraiment. Lui, Ah oui, en d'après effet, un peu ouais, le paysage, ouais, d'accord. voilà. Et donc d'où le roman après. Tout le roman. Et l'autre livre qui est plutôt pour la jeunesse, et je trouve Ouais. que c'est formidable, c'est Sous les pavés de Guingamp, quand on traduit. Et là, en fait, ça s'adresse vraiment à la jeunesse. Il y a une enquête, mais il y a aussi beaucoup de vocabulaire. D'accord. Et il l'a dit, celui qui a écrit ce livre-là, qu'il n'y a pas assez, en fait, pour la jeunesse. Il y a pas mal pour les tout petits. Oui. Des livres avec beaucoup d'images, bien sûr, Oui. pour la maternelle. D'accord. Il y en a beaucoup pour les personnes d'un certain âge, mais pour les jeunes, il n'y a pas tant que ça, quoi. Il y a Donc pas tant voilà, que ça. il est en train de On est en train de faire ça. faire ce qu'il manque, quoi. Voilà. D'accord. Et on a la chance en breton d'avoir des gens qui sont passionnés, qui savent qu'ils vont pas gagner beaucoup d'argent, parce que Ouais. quand on écrit en breton, on a un petit lectorat. Ah, c'est la question que j'allais poser, C'est justement, ça. parce qu'en fait, on est limité dans les parts de marché, en fait, puisqu'on sait sait très très bien bien qu'on a à peu que- près entre 100 et 150 000 locuteurs Oui, bretons, c'est ça, peut-être qui c'est existent ça. encore. Alors après, le nombre Alors, de personnes donc, qui le lisent, pourcentage, ouais, voilà, ça voilà. réduit encore d'autant plus. mais on a des gens passionnés, on a D'accord, beaucoup ouais. de dictionnaires en langue bretonne, des gens qui ont donné leur vie presque C'est ça. à la langue bretonne, quoi. Ben, merci beaucoup, et puis on était Merci, très Thierry. bien ici à Bécherel. Merci Thierry. À la prochaine. Merci. Bécherel, situé sur la route de Dinan à Rennes dans le département de l'Ille-et-Vilaine, s'est développé autour du château d'Alain de Dinan, érigé en 1124. De par sa situation géographique, la ville attire toutes les convoitises à travers les siècles. En 1168, Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre, s'empare de la cité et l'entoure de remparts qui subiront de nombreux dégâts durant les conflits de la guerre de succession de Bretagne et de la guerre de Cent Ans. En 1419, Jeanne de Laval, baronne de Bécherel, restaure le château et renforce les fortifications. Mais elles ne serviront pas et de nouveau abandonnées, elles retombent en ruine. Le début du XVIe siècle s'ouvre sur une période de prospérité avec l'abondante production de lin et de chanvre, et en 1628, bien qu'il ne soit d'aucune utilité et à la demande des habitants, les remparts sont restaurés afin de rassurer les marchands de toile qui fréquentent la cité à cette époque. L'activité du textile s'éteint au XIXe siècle et Bécherel se tourne vers la tannerie et l'industrie laitière jusqu'en 1972. Aucune maison n'est antérieure au XVIe siècle, mais le plan est resté le même depuis le Moyen Âge, malgré la disparition de ses fortifications. Bien que la commune ne compte pas de monuments historiques, découvrons quelques points remarquables de cette cité. Les rues de la Chanvrerie et de la Filandrie témoignent de l'intense activité de tissage du lin et du chanvre exercée dans la cité du XVIe au XVIIIe siècle. Les maisons qui bordent ces rues, construites en pierre de taille de granit, étaient probablement celles des marchands, tandis que les ateliers et les maisons des tisserands occupaient le fond de la cour. La place des Halles a accueilli une halle médiévale et seigneuriale, puis une halle en fonte et acier. Les halles sont détruites en 1983 et la place reprend vie en 1986 depuis que des libraires, artisans et artistes réinvestissent les maisons des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles qui la bordent. La façade en pierre de taille de la maison du gouverneur, datée de la fin du XVIe siècle, associe granit à grain fin et calcaire coquillé.
La première activité connue et documentée est celle d'un hôtel des monnaies et un lieu de transaction d'argent au XVIe siècle. Son très haut toit en pavillon, qui la distingue de ses voisines, lui a valu depuis longtemps son appellation de maison du gouverneur. La maison de la Filandrie, ancienne maison de marchand de toile du XVIe siècle, est bâtie avec un porche permettant d'abriter les échanges en lien direct avec la rue. Ce qui devait être le cas de la plupart des maisons entourant la place avant le XVIIIe siècle. Sa façade en pan de bois est décorée de motifs appelés brins de fougère. Autrefois, 2 portes permettaient d'accéder à la cité, la porte Berthaud et la porte Saint-Michel. Aujourd'hui, 2 rues prennent leur nom et laissent imaginer leur emplacement qui ouvrait sur les rues de la Chanvrerie de la Filandrie, témoin du passé textile de Becherel. Les jardins occupent une place importante à l'intérieur des remparts. En 1825, on compte une centaine de jardins potagers ou d'agréments. Leur configuration a peu changé, car ils ont gardé leur parcellaire ancien et sont toujours associés à une habitation au cœur du centre ancien. En longeant l'ancien couvent, un chemin, appelé Roquet, mène au lavoir de la Couaille, édifié au XIXe siècle. Il a été construit à l'emplacement d'un ancien lavoir qui servait à blanchir le lin cultivé aux alentours. Ses abords sont protégés par une charpente qui mettait à l'abri les lavandières. Le chemin de la Couaille mène à l'étang de la Teinture. Pendant l'activité de tissage, il servait à tremper le lin et le chanvre pour séparer les fibres. Au XIXe siècle, il servait au trempage des peaux pour l'activité du tannage. Aujourd'hui, ces rives aménagées permettent d'en faire le tour et de découvrir un ancien moulin et une zone humide ponctuée d'un parcours pédagogique. L'église a été construite sur l'emplacement d'une ancienne chapelle du XIIe siècle, qui avait été confiée aux moines de Marmoutier. L'édifice actuel porte les traces de plusieurs étapes de reconstruction partielle, commencée en 1868 sous la direction de l'architecte Jacques Mellet. L'église est constituée d'une importante nef précédée d'un clocher-porche dont les premiers niveaux ont été construits au XVIIe siècle. Le bulbe d'ardoise, qui le surmontait, a été remplacé en 1898 par une flèche en granit de 73 mètres sous la conduite d'Arthur Regnault. Cécile de Carnier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le parc est fermé et vous nous avez réservé cet après-midi spécialement pour la chaîne En Flânant, dans l'Ouest. Merci, je vois que c'est un privilège et nous en sommes très honorés. Voilà. Alors, nous sommes ici pour visiter le parc. Notamment, donc, moi j'ai noté la situation du château de Caradoc. Donc, il se situe en fait entre la commune de Langolnay, Saint-Pern, Plouanne et Becherel. Alors, où se situe-t-il exactement? Dans quelle commune il est implanté? Alors, on pourrait dire dans quel département? Dans quel département en plus? Parce que je crois qu'on est à cheval aussi voilà, sur les deux départements, Côte-d'Armor et Ille-et-Vilaine. Alors, donc, dites-nous. Le château lui-même est en Côte-d'Armor, donc sur la commune de Plouanne. Oui. Mais les grilles d'entrée du parc sont, elles, en Ille-et-Vilaine, sur la commune de Langolnay. Et le parking, qui est de l'autre côté de la route par rapport aux grilles, est lui sur la commune de Mignac, sous Becherel. D'accord. Et une autre partie du parc qui est sur la commune de Saint-Pern. Très bien. Donc c'est un domaine qui est écartelé entre plusieurs domaines. Entre plusieurs territoires. Il a une ligne de département qui passe au niveau du château. D'accord. Alors, moi j'ai noté quelque chose quand on arrive ici, donc il y a une allée cavalière, une allée centrale, hein, comme pour, je dirais, les grandes demeures classiques. Et quand on arrive, on voit le château, la façade, et on remarque tout de suite, je dirais, la symétrie. Il y a un problème de symétrie
En fait, je dirais dans les domaines classiques, il y a une symétrie très, très rigoureuse. Et là, il manque une partie en fait. Hein. Alors, est-ce qu'on en connaît un peu l'origine de cette absence de symétrie parfaite? Alors pourquoi manque-t-il un pavillon? Puisqu'en fait, Voilà. quand on est dans l'allée d'arrivée, il y a les arbres, donc on voit vraiment le centre du château, mais quand on a dépassé l'allée et qu'on arrive au niveau des parterres, en effet, on se rend compte qu'il n'y a qu'une aile. Il manque un pavillon, le pavillon plus à l'ouest. Donc c'est le gros point d'interrogation qu'est devenu ce pavillon au fil des années. Nous n'avons pas encore trouvé la solution. Il faudrait se plonger dans les archives. Alors les dessins peuvent nous donner des indications, seulement c'est un petit peu comme quand vous avez le portrait d'une belle dame, d'une belle ancêtre, en fait le peintre a peut-être flatté. Et du coup, nous on a un dessin assez ancien, de la fin du 18e, où il y a l'autre aile. Mais est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'était pour flatter la façade? Je ne sais pas. D'accord. On ne sait pas, est-ce que ça peut être un défaut de financement à un moment donné? Comme par exemple, je vois Strasbourg, il y a une cathédrale à laquelle il manque une flèche. C'est parce qu'il n'y avait plus d'argent? Non, non. Est-ce que c'est pas non, c'est pas un défaut de financement, parce que il y a eu énormément de travaux sur le château au fil des années. Il n'y a pas de raison qu'à l'origine, il n'y ait pas eu assez d'argent pour construire l'aile. Qu'elle n'ait pas été reconstruite comme c'était prévu à la fin du 19e siècle, quand il y a eu beaucoup de travaux sur la façade de la maison principale, ça c'est sûr. En fait, il y a eu des travaux de rénovation à la fin du 19e qui se sont arrêtés au moment de la guerre de 14. Et du coup, là, il y avait en effet des plans d'architectes pour reconstruire l'aile. Et à la place, ils ont juste fait un escalier qui est caché par un espèce de petit bâtiment. On a l'impression que c'est une chapelle. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà. On dirait une chapelle. Non, en fait, c'est un escalier. C'est ça. Alors, si on revient un peu plus dans le temps, donc vous m'avez parlé tout à l'heure, la date de construction, donc 1722. Alors, vous pouvez nous en dire plus, cette date. Donc, c'est Anne-Nicolas de Caradeuc, c'est ça, qui a initié la construction? Alors, Anne-Nicolas de Caradeuc habitait dans la... Effectivement, ça c'est Caradeuc. Hein. On dit beaucoup Caradeuc ici, mais vous dites Caradeuc. Nous, on dit dans la famille. Maintenant, phonétiquement, je ne sais pas ce qui était dit au 18e. Très bien. Donc, Anne-Nicolas habitait dans la vallée, juste au pied de la colline. Il avait un manoir qui s'appelle le manoir des Berthaudières. Et il était avocat général au Parlement de Bretagne. Donc, c'est une famille de parlementaires depuis pas mal de générations. Et en fait, un petit peu comme maintenant, on a envie de montrer sa réussite, il a eu envie de construire un château pour montrer sa réussite. Et donc, il a acheté la colline de Caradeuc et il a bâti le château des Hauteurs, qui était le premier nom du château, en fait. D'accord. Donc, il a été inscrit au monument historique? Alors, il est inscrit au monument historique depuis les années 1970. D'accord. Voilà. Donc alors ici nous arrivons sur la façade nord, donc derrière nous on voit la façade du bâtiment avec son perron. Donc vous me disiez tout à l'heure que le perron date est plus récent en fait. Hein. Alors en fait, il date de la fin du 19e siècle, où René de Kernier, qui avait hérité de ce château, a souhaité le rendre encore plus majestueux que ce qu'il était. Et du coup il a créé la terrasse et le grand escalier. Et puis par rapport à l'autre côté, vous voyez, on a 3 étages, enfin une impression de 3 étages, parce qu'en fait le château, on a descendu une petite pente pour arriver sur la terrasse. Donc ce qui correspond au rez-de-chaussée ici, c'était en fait en sous-sol sur l'autre côté de la façade. D'accord. Ça ressemble un petit peu à l'escalier monumental qui existait devant le Parlement de Bretagne et qui a été détruit, si mes souvenirs sont bons, dans les années 60 je crois. Et en fait, il y avait une statue au pied de ce Il y en Parlement. avait même 4. Il y en avait 4, mais il y en avait une... De la Chalotais. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc qui a été détruite à l'époque. Donc là, il n'y a pas de statues de la famille qui ont été récupérées ici pour orner le bâtiment? Malheureusement, on n'a pas proposé la statue de la Chalotais. On nous a proposé la statue de Louis XVI, puisqu'on a la statue monumentale de Louis XVI qui était destinée à la place de l'hôtel de ville de Rennes. Ouais. Mais au moment où ils ont fait les travaux du Parlement, ils n'ont pas imaginé qu'on aurait pu être intéressé. Les 4 statues sont parties au pilon. Ouais, d'accord. Tout a été détruit. Mais bon, c'est très bien. Ouais, c'est une perte patrimoniale. C'est un peu dommage. Effectivement. Alors moi je vais proposer de pivoter. On va pivoter et on va donc prendre la vue qui s'étale derrière nous en fait. Hein.
Et donc là, on est en fait sur une altitude de 187 mètres, donc là on s'en rend bien compte. Et moi j'ai noté que c'était le mont Affilin qui était Alors le mont Affilin, que nous on appelle mont Affilan. Mont Affilin. En fait, il est juste à quelques mètres sur la gauche, le point culminant est à 50 mètres là sur la gauche. Donc là, on a vraiment un promontoire magnifique et qui donne en fait sur, vous me disiez tout à l'heure, sur un domaine, enfin pas sur un domaine, sur un bâtiment, le premier bâtiment d'origine du domaine. Oui, dans la vallée. Dans la vallée là-bas. Et en fait, c'était là que Anne-Nicolas de Caradeux au départ avait son implantation. Exactement. C'est ça. Voilà. D'accord. Ils se sont installés dans cette région, enfin à Becherel ou à Longolnay plus exactement, dans les années 1650. D'accord. Autre caractéristique du domaine, moi j'ai noté 37 hectares. Donc ça fait en kilomètres carrés, ça fait 0,37 d'après mes mémoires de collège. Et donc la commune de Becherel, ça fait 0,57 km carrés. Alors en fait, on est quasiment entre le domaine du château et Becherel, on est quasiment à peu de choses près sur la même surface. Ah, très intéressant. Alors Becherel est sur et en plus on se partage la colline de Becherel puisque la colline, en fait, vous avez Becherel à l'extrémité est et tout le parc à l'extrémité ouest. D'accord. Alors, autrement, j'avais noté moi dans l'histoire que le château, en fait, il avait été sorti de votre famille. À un moment donné, il avait été récupéré en tant que bien national. Alors, au moment de la Révolution, il a été vendu en bien national, comme beaucoup de châteaux. Ouais. Et celui qui l'a acheté est un sabotier. Donc un sabotier. Ce qui l'intéressait, c'était les sabots. C'est quand même extraordinaire qu'à l'époque, un sabotier puisse s'offrir un château. Bah, ça valait pas grand-chose, un bien national, je pense. C'est ça. Et du coup, il a coupé les hêtres du parc pour faire des sabots, mais il n'a pas touché à la maison. D'accord. Et quand Madame de Caradeux, née Montbourcher, a voulu récupérer le château à la fin de la Révolution, son mari avait été guillotiné, mais elle a récupéré le château on lui a redonné quasiment le château et elle s'est réinstallée avec sa famille dans le château. Donc en fait, ça a été une parenthèse de très courte durée et qui n'a pas nui du tout à la propriété elle-même. Et donc René de Kernier a hérité du château de Caradeux à 18 ans. Donc très jeune, et il est mort à plus de 70 ans, donc vous imaginez bien qu'il a eu beaucoup d'années où il a pu faire des choses pour son château. La première des choses qu'il a faites, c'est travailler sur la façade, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et la deuxième, ça a été de donner à ce château classique 18e un parc à la hauteur de la beauté du château. Et donc, il a commandé un parc à la française. Mais on est sur un parc de 1898 dans le style des parcs du 18e. D'accord. Concernant le parc, justement, combien de personnes faut mobiliser pour entretenir ce parc-là? Alors en fait, on a une personne à temps plein. Ouais. Une personne à temps plein. Ouais. D'accord. Donc ça veut dire derrière, il y a certainement de la mécanisation. Alors il y a énormément de mécanisation. Voilà, il faut savoir qu'au début du XXe siècle, donc quand on lit les archives, il y avait 13 jardiniers. Mais bon, il n'y avait pas les tracteurs qui allaient avec aussi. Donc maintenant, on a un seul jardinier et on est très mécanisé. Donc résultat des courses, la productivité a fait gagner quasiment de 1 à 15, quasiment, si on... Oui, mais ça reste, même mécanisé, ça reste un travail qui est quand même dur. Oui. D'abord parce qu'on est soumis aux intempéries. Là, vous voyez, il y a eu du vent, donc il y a plein de feuilles partout. Et puis il y a quand même des centaines de mètres de haies à tailler. C'est ça. Et ça, il faut quand même tenir la tailleuse de haies à bout de bras. Donc, et les taupières, exactement, les ifs. Les ifs, alors, sont assez hauts, donc il faut travailler aussi à bout de bras. Alors, il y a eu des grosses tempêtes en Bretagne, hein, on se souvient de 1987, oui. 1999, qu'est-ce que ça a donné chez vous? Alors, 1999, rien. 1987, tous les arbres étaient par terre. Donc, c'est peut-être pour ça qu'en 99, il n'y avait plus d'arbres à faire tomber. Ils étaient tous jeunes, mais en 87, tout le parc était par terre. D'accord. Donc il a fallu, mon beau-père a dû entièrement le replanter. Alors là, on est sur le rond-point des empereurs. Le rond-point des empereurs, d'accord. Donc vous voyez, il y a des niches avec 8 empereurs romains. D'accord. Donc il faut savoir qu'à Caradeux, comme on est sur une colline, on n'a pas la chance, comme dans beaucoup de parcs à la française, d'avoir des fontaines. C'est ce que j'allais poser comme question, effectivement. Mais il n'y a pas eu de réseau hydraulique. En haut d'une colline, c'est difficile d'avoir de l'eau. Ouais. Donc en fait, il manque de l'eau dans ce parc.
D'accord. On a des beaux panoramas, mais il nous manque de l'eau. C'est comme ça. Très bien.